La 64e session du comité régional de l'OMS sur l'Afrique bat son plein à Cotonou au Bénin. Les détails dans cette édition. La première édition des Awards panafricains de formation professionnelle débute aujourd'hui mardi. L'événement sera marqué par la récompense des meilleurs acteurs du système de la formation professionnelle. Et puis au Burkina Faso, l'heure est à l'apaisement. La vie a repris son cours normal et la transition est toujours en débat. Les grands titres de ce 12h30, bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 2. La 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique se tient à Cotonou au Bénin depuis hier. Ces assises qui vont s'achever le 7 novembre prochain sont marquées par l'élection du directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. 5 candidats sont en lice, parmi eux le professeur Thérèse Aya Ndrioman, anciennement ministre de la Santé et de la lutte contre le sida et actuellement conseillère du chef de l'État chargé de la santé. Delphine Gla. De la place des Martyrs au palais des congrès de Cotonou, klaxons et bruit des mototaxis appelés émidians. L'esplanade du palais des congrès sous une fine pluie. Plus de 15 danses folkloriques invitées pour égayer les participants à la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Cette fois-ci, c'est pour présenter un spectacle lors de la présentation de l'OMS par rapport à la santé. C'est la danse Teker. C'est la danse du Nord et c'est lors des réjouissances populaires que cette danse-là sort. À 100 mètres de là, un autre groupe de danse qui sort pendant les périodes de réjouissance. Mais ce qu'on veut présenter aujourd'hui, là, c'est une danse d'Abomey. Si le roi Agboli Abo veut sortir, par exemple, c'est ça qu'on présente devant lui. Bon, comme il y a une manifestation comme ça, nous devons présenter nos danses traditionnelles à tout le monde. Dans cette ambiance également, les forces de l'ordre qui s'activent pour assurer la sécurité du périmètre. Le décor est planté à la salle rouge du palais des congrès de Cotonou. Maintenant, arrivée des officiels et c'est parti pour la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique qui s'ouvre à un moment où l'épidémie liée à la maladie à virus Ebola frappe l'Afrique de l'Ouest. Sur 10 000 personnes touchées, l'on enregistre malheureusement 5 000 décès. Les meilleurs acteurs et établissements d'enseignement technique de formation professionnelle primés, c'est à l'occasion de la première édition des Awards panafricains de formation professionnelle. L'événement débute aujourd'hui 4 novembre et va prendre fin le 6 novembre prochain par la remise des différents prix. Herman Niamia. Il existe des écoles d'enseignement technique de formation professionnelle en Afrique qui, par leurs offres de formation, se distinguent par la qualité des enseignements dispensés. Malheureusement, la plupart de ces écoles sont très peu connues. La première édition des Awards panafricains de la formation professionnelle et de valorisation des compétences africaines en Afrique, qui se tiendra du 4 au 6 novembre prochain, sera donc l'occasion de les honorer. Nous voulons faire la promotion de la formation professionnelle, l'enseignement technique et les innovations. Nous voulons célébrer les talents, les compétences africaines en Afrique et nous voulons donner une autre image de ce secteur de formation et d'activité. Dans le cadre de la coopération sud-sud, faire en sorte qu'il y ait des relations de jumelage entre les écoles africaines d'abord, avant d'aller vers, parce que nous parlons beaucoup de mobilité en Europe. La cérémonie officielle de remise des trophées et diplômes d'honneur aura lieu le 6 novembre. Parmi les lauréats et récipiendaires seront primés des autorités et personnalités nationales et étrangères, des responsables d'entreprises, d'institutions et organismes de coopération internationale, des fondateurs et chefs d'établissement. Selon les initiateurs, cette cérémonie sera aussi le lieu d'échanger sur la problématique de la formation-emploi au cours d'un séminaire. Le Buggy Bruce, c'est un kit éducatif de sécurité routière. Il a été présenté au grand public par les autorités du secteur des transports en Côte d'Ivoire. Cet outil a été conçu pour permettre aux enfants de prendre plus de précautions sur les routes afin d'éviter les accidents de la circulation. Plus de détails sur le Buggy Bruce avec Félix Amani et Pargassoro Koné. Jeu de 7 voitures et de 3 scooters en bois, jeu de panneaux de signalisation et de feux tricolores automatiques, un circuit modulable en tapis, mais aussi un totem présentant les règles du jeu. Ces outils constituent le kit Buggy Bruce destiné aux enfants de 5 à 10 ans en vue de renforcer leur culture à la sécurité routière. Cet outil qui est pour nous
un outil de sécurité routière dénommé Bogi Brousse. Un outil d'éducation ayant pour but de renforcer la culture de la sécurité routière chez nos enfants. La présentation de ce projet d'outils et de jeux de sécurité routière s'est faite en présence de représentants des ministères des Transports, de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. À Madame la représentante qui est dans la direction des écoles, n'est-ce pas, et des lycées et collèges, direction qui s'occupe essentiellement des enfants, qui s'occupe essentiellement de ce genre d'activités. Lui dire que le ministère des Transports est disposé, à travers l'OSER, à faire en sorte que cet outil fasse le tour de la Côte d'Ivoire. Nous avons ce projet et nous donnons notre avis favorable pour la collaboration. D'une valeur de 10 millions de francs CFA, le kit Bogi Brousse fera le tour des différents établissements scolaires de la Côte d'Ivoire. Dans quelques semaines, le pont de Boisflé sera opérationnel. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour achever les travaux dans les délais indiqués. Le week-end dernier, le chantier a été visité par les ministres d'État Ahmed Bakayoko et Charles Kofi Dibi. Ils y étaient pour s'enquérir de l'évolution des travaux. Le point avec Mamadou Kouassi. Dans quelques jours, ces longues files d'attente de véhicules ne seront qu'un lointain souvenir. Le pont de Boisflé sur le fleuve Badama, promis par le président de la République Alassane Ouattara, est désormais une réalité. Tout est fin prêt pour sa livraison dans 2 semaines, selon les techniciens en charge des travaux. Chez les usagers, c'est la satisfaction totale. Quand on vient, on peut s'arrêter pendant au moins 1 heure de temps, ou bien à 30 minutes, attendre des autres passer. Aujourd'hui, nous, on a trouvé un nouvel pont et 2 voies. Vraiment, on a satisfait. Et on est très content. On remercie le président Alassane Ouattara. Un pont comme ça, depuis après le décès de Félix Faure-Boigny. Vraiment, je suis content, très bien. Je suis fier de ma région. C'est ce chantier en finition qui a reçu la visite des ministres d'État, Ahmed Bakayoko et Charles Kofi Dibi. Une visite qui leur a permis de voir l'état du chantier. Ça a été vraiment une très belle surprise de voir l'état d'avancement. Et je disais au ministre d'État que ce pont ne servirait à rien si on ne réhabilite pas la voie Yamoussoukro-Boisflé. Donc je pense que de venir voir de très près, de toucher ces réalités nous permettra de rendre compte au président de la République afin qu'au sein du gouvernement, nous puissions être des avocats de la réhabilitation de la voie Yamoussoukro-Boisflé. Ce pont a été attendu depuis 30 ans et le président de la République, en moins de 2 ans, a réalisé ce pont pour le bonheur de la population de la Marawi. C'est un grand soulagement, c'est un grand honneur. C'est en septembre 2012 que le chef de l'État Alassane Ouattara a lancé les travaux de ce projet. Un projet qui prend en compte la construction d'un nouveau pont et la réhabilitation de l'ancien pour un coût total de 7 milliards de francs CFA. Déjà, la ville de Boisflé a bénéficié de 6 km de bitume au grand bonheur des populations de la Marawi. À Dimandougou, localité située au nord-est de la Côte d'Ivoire, il y a désormais de l'électricité. L'événement a été célébré avec allégresse par les 3000 âmes qui y vivent. Était également présent à ces festivités Kobenon Kwasi Adjoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques, et Ian Sié, directeur général du port autonome d'Abidjan. Franck Quadio. Un geste et la lumière jaillit sous les lampions. Une première à Dimandougou, sous-préfecture du département de Sandégué dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. L'électrification, un vœu réalisé grâce au programme présidentiel d'urgence et pour cette cérémonie festive, des populations heureuses. Aujourd'hui, c'est l'électrification de Dimandougou. Ça va continuer dans d'autres infrastructures telles que nos routes, l'eau et la santé parce qu'on en a besoin. Le Bunkani et le Gontougo en route pour le développement. Et ainsi, directeur général du port autonome d'Abidjan et Kobenon Kwasi Adjoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques, fils de la région des Livres, le même message, l'union des forces vives pour l'émergence du Zanzan. L'accès à l'électricité, c'est vraiment beaucoup plus de facilité. C'est l'accès à des soins, c'est la conservation de la nourriture, c'est la conservation des aliments, des médicaments. C'est un élément important pour le progrès. Au-delà de l'électricité, vous voyez que tout près de nous, il y a un pont qui est en train d'être érigé sur la Komoé pour nous permettre d'accéder à Boaké sans moyen de passer par Abidjan ou Yamoussoukro.
Ce sont des signes du développement qu'il convient de saluer. Émergence traduite par le déploiement effectif de l'administration. Première pierre de la nouvelle sous-préfecture donc, puis dans un autre lieu, mais événement similaire, la lumière célébrée à Pala, dans le département de Tanda. Et là, actualité oblige, l'appel de Daoukro est expliqué aux populations car il conditionne la poursuite des initiatives de développement et en la matière, divers dons aux populations ont aussi ponctué ces différentes célébrations à Dimandougou et à Pala. Hors de la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, l'heure est à l'apaisement. La vie a repris son cours normal. L'armée a annoncé la réouverture des frontières terrestres. Les discussions se poursuivent entre l'armée, l'opposition et les civils pour la mise en place d'un organe de transition. Les négociations se sont poursuivies toute la journée dans la capitale burkinabé. Les militaires ont rencontré le corps diplomatique qui demande le retour à une vie constitutionnelle normale. À l'issue de l'entretien, le nouvel homme fort de Ouagadougou, adoubé par la hiérarchie militaire, a laissé entendre que rien n'était figé. Je pense que c'est précipité pour dire que nous allons avoir un exécutif bicéphale, je ne sais pas. Je pense qu'il vaut mieux être patient. Nous allons aller très vite, mais en tout cas, veiller à ne pas commettre d'erreurs qui va être encore dommageable à notre pays. Il faut donc se hâter lentement, mais le tout dans un cadre constitutionnel, a-t-il déclaré aux ambassadeurs. Une concession après la confusion qui régnait dimanche autour de la radio-télévision. Tour à tour, le général à la retraite, Kwame Lougué, puis Saran Sérémé, une opposante poussée par ses partisans, ont tenté de se déclarer leader de la transition en allant à la télévision nationale. Les forces de l'ordre ont violemment réagi. Des tirs à balles réelles ont semé la panique dans les locaux et fait un mort. Dans la foulée, les manifestants de la place de la Nation ont été délogés. Seule une réunion entre partis d'opposition et militaires a permis de faire baisser la tension dans la soirée. Et depuis le Canada, François Hollande rend le silence. Le président français appelle les militaires à rendre le pouvoir aux civils. Au Kenya, l'armée a annoncé avoir repoussé une attaque d'un groupe de jeunes armés de machettes contre une caserne dans la ville côtière de Mombasa. 6 membres de ce groupe armé ont été tués. Dans ce pick-up, le corps des assaillants. Dimanche, l'armée kenyane a repoussé l'attaque d'un groupe de jeunes contre une de ses casernes à Mombasa. Selon l'armée, les jeunes étaient armés de machettes, mais des témoins affirment avoir entendu des échanges de tirs. Pour l'heure, aucune information n'a été donnée sur l'identité des assaillants ni sur leur mobile. Cette attaque fait lieu 24 heures à peine après une embuscade contre des policiers dans le nord du Kenya. Attaque qui a fait 20 morts. La communauté mondiale des musulmans chiites célèbre ce mardi la fête de l'Ashura, une fête au cours de laquelle le massacre de l'imam Hussein et de 72 membres de sa famille est commémoré. Et c'est sur ces informations que se referme cette édition. Excellent après-midi sur RTI2.